Là, j'ai le très grand plaisir d'annoncer la présence de Joseph Chovanec. Qui ne connaît pas Joseph Chovanec dans le monde de l'autisme? Philosophe, écrivain, voyageur français d'origine tchèque, diplômé à Sciences Po Paris, docteur en philosophie et sciences sociales à l'étude des hautes études, à l'école des hautes études en sciences sociales. Il est lui-même autiste et militant pour la dignité des personnes autistes. C'est ce que nous allons écouter maintenant. À vous, Joseph. Merci beaucoup. Je suis très touché d'avoir été invité. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Je suis confus d'être arrivé à la dernière minute. Désolé. Entre les étudiants, les demandes en période de rentrée et des problèmes d'organisation personnelle. En tout cas, merci pour votre accueil ici même. Je tiens également à saluer avec beaucoup de respect plusieurs amis présents. J'aurais peur de les oublier si je voulais faire une liste, mais uniquement pour n'en citer qu'un, le professeur Majrot, évidemment. Toujours un grand plaisir de vous revoir. Alors, 50 ans, c'est beaucoup. Et ça permet aussi de tenter de regarder l'avenir. Je dois avouer que je n'ai pas de don de clairvoyance, loin de là, mais peut-être on peut essayer de réfléchir sur ce à quoi pourrait ressembler éventuellement l'avenir des personnes concernées, l'avenir de l'autisme en tant que catégorie médicale. Et je me propose de partager avec vous quelques pistes, peut-être fausses ou vraies, je n'en sais rien. On pourra en discuter si vous le voulez bien juste après. Alors, parfois dans les sciences sociales, on utilise un événement, un fait divers. Et l'événement en question, c'est le tremblement de terre de Lisbonne de 1755, le 1er novembre 1755. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça vient faire ici? C'est très simple. Il y a eu des débats pendant plusieurs siècles pour savoir si ce tremblement de terre qui a ravagé la ville de Lisbonne était de la prérogative des historiens, des économistes, des démographes, des géologues ou autres. En fait, la réponse n'est pas très claire. C'est un peu de tout ça. Voyez, vous pouvez par exemple être historien et faire des travaux sur le tremblement de terre de Lisbonne. Voyez, vous pouvez être médecin et faire des travaux sur le tremblement de terre de Lisbonne. Par exemple, il y a eu 100 000 victimes, toutes sortes de catastrophes, etc. Voyez, dans l'autisme, je crois que c'est un peu la même chose. Il n'y a pas un regard unique qui soit bon et les autres qui seraient mauvais. Alors, malheureusement, il y a ce que les anglophones appelleraient les turf wars. Alors, turf, c'est littéralement le lopa de terre. Turf war, ce sont les guerres de gangs entre parfois criminels, pour savoir quel gang contrôlera tel pan de Chicago, voyez. Dans le monde, on va dire du handicap, j'oserais dire que ça y ressemble parfois, en plus civilisé, du moins je l'espère, voyez. Mais savoir qui aura le dernier mot sur l'autisme, est-ce que ça sera la génétique? Est-ce que ça sera la psychologie? Est-ce que ça sera... Puis il y a ceux qui ont perdu, par exemple, la psychanalyse, elle n'est plus sexy, voilà. Donc, il y a différentes, on va dire, différents campements, qui se font la bagarre, voyez. En tout cas, ce qui est très frappant, et on ne le mesure pas pleinement, je crois, ou pas toujours, c'est qu'il y a eu des bouleversements méthodologiques considérables. Si vous prenez n'importe quel livre de psychiatrie du 19e siècle, même de la première moitié du 20e siècle, on procède toujours par étude de cas. Vous voyez, Pinel passe sa journée avec telle ou telle personne et observe que la promenade de l'après-midi lui a fait le plus grand bien. Voyez, et que donc peut-être demain on retentera une promenade. Voyez, Papy Zygmunt, pour ne pas le nommer, n'a fait que des études de cas. Sauf peut-être son bouquin Le Moïse, mais bon, c'était son dernier livre, c'est un petit peu particulier, vous voyez. Mais tout est une étude de cas. Voyez? Et on pourrait multiplier les exemples. Jusqu'à il y a peut-être 40 ans en langue anglaise, et il y a 20 ou 30 ans en langue française, tout était étude de cas. Voyez? Aujourd'hui, on ne fait plus d'études de cas. On fait des études de cohorte. Voyez? Alors, c'est qu'une cohorte. C'est en fait un groupement.
pour être un peu grinçant, je dis, c'est un troupeau de bipèdes. Alors, si vous êtes un grand professeur, vous êtes comme dans la Bible, riche en troupeaux, vous avez une énorme cohorte, quoi. Voyez, si vous êtes un maigre doctorant, votre troupeau, ben, il sera tout maigrichon, quoi. Voilà. Et à partir de cette cohorte-là, on fait des études statistiques. Voyez? Et donc, on part du postulat que la moyenne ou la médiane du groupe, c'est la bonne santé. Voyez? C'est ce qu'on dirait en anglais le order. Vous voyez, quand vous êtes en rupture de la moyenne statistique, vous êtes dans le disorder, vous êtes dans le trouble. Disorder se traduit par trouble en français. Voyez? Donc, le trouble, c'est la rupture de la moyenne statistique du groupe. Et on fonctionne comme ça. Les jeunes chercheurs aujourd'hui n'envisagent même pas que l'on puisse faire une recherche un tantinet valable sans avoir ce phénomène-là d'étude de cohorte. Alors, ce qui est génial, c'est que ça a l'air extrêmement scientifique parce que vous pouvez aligner des chiffres, calculer des écarts types, ça claque, quoi, quand on fait une présentation, quoi. C'est bien, quoi. Mais c'est vrai que, d'une certaine façon, c'est beaucoup plus sérieux que d'écouter les discours de Jacques Lacan. C'est vrai, objectivement. Mais il y a quand même un prix à payer. Il y a même une série de prix à payer. Parmi les prix à payer, il y a premièrement ce que j'appellerais une grande incapacité à prendre en compte l'interculturel. Voyez ? Ça, c'est très frappant. Si vous êtes vendeur de dentifrice, vous avez une usine à dentifrice et que vous voulez conquérir les marchés japonais ou chinois ou que sais-je, ben vous allez faire une étude de marché et vous verrez que, par exemple, les Japonais, alors je dis absolument n'importe quoi, vous excuserez, les Japonais détestent les dentifrices bleus et adorent les dentifrices jaunes fluo, mais ce n'est pas le cas pour le marché chinois ou l'inverse, quoi. Voyez? N'importe quel vendeur de dentifrice le sait. La psychiatrie ne le sait pas. Voyez? Et si vous pouvez feuilleter, par exemple, le DSM, il est particulièrement, je dirais, ignorant, je ne veux pas dire aveugle parce que c'est stigmatisant, sur les questions de différence culturelle. Il y a longtemps, il y a fort longtemps, dans les années, mettons, 60, il y avait eu des tentatives de prendre en compte l'interculturalité. On pourrait citer évidemment Devreux, quoi. Mais honnêtement, qui est encore dans la ligne de Devreux aujourd'hui, quoi, voyez? Ce qu'il avait appelé l'ethnopsychiatrie, parce qu'il ne voulait pas dire ethnopsychanalyse, quoi. Bon, bref, donc ethnopsychiatrie. Et donc Devreux avait avancé, on ne va pas faire un cours sur Devreux ici, mais il avait avancé par exemple un concept que je trouve très savoureux, le concept de société malade. Voyez, l'idée qu'une société puisse être en tant que telle majoritairement malade. Alors, il prend un exemple un peu classique, mais on pourrait en imaginer beaucoup d'autres. Imaginez, vous êtes à Nuremberg, c'est le défilé du parti nazi devant vous. Voici votre cohorte, elle est devant vous, quoi. Sans mauvais jeu de mots sur le mot cohorte d'ailleurs, quoi. Voilà. Et est-ce que ça incarne la bonne santé? Oui, bonne question, quoi. Oui. Et donc, l'idée de Devreux, alors on pourrait prendre des exemples plus contemporains sans doute. L'idée de Devreux, c'est qu'une société en tant que telle peut être considérée comme malade. Et dès lors, lorsque vous essayez de vous conformer extérieurement à une société malade, viennent les problèmes. Alors, on peut le dire avec les phrases savantes de Devreux, mais on peut le dire avec une phrase un peu percutante qu'on retrouve régulièrement sur Internet, qui est attribuée à Krishnamurti. Le fait d'être parfaitement adapté à une société profondément malade n'est nullement un signe de bonne santé. Quoi. C'est une formulation possible, quoi. Voyez. Donc, en quoi peut-on dire, en quoi peut-on craindre que notre société ne soit malade? Je me permettrai de mentionner 2-3 petites choses qui concernent peut-être plus particulièrement des personnes autistes ou des personnes avec différents handicaps plus ou moins de cette région-là, quoi. Premier point, c'est la question de la marge de manœuvre personnelle que l'on
qu'on a. Voici l'étude qui a été répétée 1001 fois. On demande à des membres d'une même famille, mais de diverses générations, on leur pose la question suivante. Durant votre enfance, où pouviez-vous aller sans autorisation de vos parents et sans que cela ne suscite de problème? Alors l'arrière-grand-père, lui, il pouvait aller partout, quoi. Quand il était petit. Le grand-père, il pouvait un peu se balader dans les bois. La maman, elle pouvait aller au bout de la rue et fiston ne peut pas sortir de la chambre. Voilà. Alors la question est la suivante. Est-ce que l'être humain peut se développer? Est-ce que l'être humain peut vivre en étant dans une chambre, quoi, toute sa vie? Est-ce que c'est réellement une bonne idée que de proposer comme unique parcours pour les jeunes humains que de passer 20 ans immobile sur une chaise? Si pour une raison quelconque vous n'êtes pas en mesure de rester immobile sur une chaise, vous serez très gravement persécuté par la société, quoi, toute votre vie, quoi. Voyez, donc ça pose quand même un certain nombre de questions et ça pose un certain nombre de défis pour les parcours, on va dire, développementaux de telle ou telle personne, quoi. Voilà. Alors, dans le cas de l'autisme, la question est plus dramatique encore parce que, pardonnez de le dire avec une phrase très brutale, mais je connais beaucoup de chiens et chats domestiques qui ont une plus grande marge de manœuvre que des adultes autistes, quoi. Oui. Et qui ont une bien meilleure marge aussi d'autodétermination dans tous les aspects de la vie, pas simplement sur le plan géographique. Alors il y aura toujours 1001 bonnes raisons de ne pas permettre que, etc. Mais le fait demeure, quoi. Vous voyez, comment est-ce que on peut considérer qu'une société soit fonctionnelle si tout simplement on n'a rien à proposer, quoi, en termes de développement de vie adulte, quoi. Voyez, si vous aimez la littérature anglophone, je vous recommande une fois de plus Tom Sawyer. Vous voyez, c'est Tom Sawyer, sans doute le plus beau parcours de vie d'un enfant dit TDAH. Voyez, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait à lui proposer? Des médicaments? Oui, sans doute. Et surtout, ne sors pas de cette chambre, quoi. Le monde est dangereux. Voilà, on veille sur toi. Voilà. Donc imaginez dans 20 ans. Donc ça, je pense, c'est question société saine ou société malade, il y a des soucis à se faire. Un autre aspect que je trouve profondément surprenant, c'est la question du logement, par exemple. Dites-moi, comment faisait-on ici même il y a 150 ans ou 200 ans quand on n'avait pas de maison et qu'on en avait besoin d'une demeure? Comment faisait-on? Est-ce que vous avez une idée? On trouvait un petit lieu où il n'y avait personne et on construisait sa cabane, pardi. Mais évidemment, évidemment. Aujourd'hui, essayez de faire pareil, quoi. Et les choses deviennent de plus en plus compliquées, même pour des personnes qui en apparence, on va dire, ont une place dans la société, gagnent leur vie, etc. Même pour ces gens-là, ça devient de plus en plus compliqué. Si vous n'êtes pas spécialiste du maniement de ce petit appareil-là, ben vous n'aurez pas de logement, hein. Voilà, tout simplement. Et on pourrait multiplier la liste des exemples. Par exemple, le fait de prendre le train est de plus en plus compliqué, etc., etc. Donc tout ça pour dire que notre société n'est pas forcément a priori saine, quoi, hein. Et elle devient peut-être même excluante pour un nombre croissant de gens. Ça, c'est, je dirais, une vraie question qui, la nuit, parfois me travaille. Est-ce que nous n'arriverons pas au stade où en sont certaines grandes villes américaines où vous avez littéralement peut-être 20%, 25% de gens qui vivent à la rue? Voyez, quand on atteint ce genre de score-là, toute la ville, toute la vie s'écroule, n'est plus tenable, quoi. Voyez, donc, ça, c'est par rapport, on va dire, aux problématiques de société saine. Mais la méthodologie en cohorte, et je me permettrai d'aborder encore ce point-là, est là, à mon avis, une deuxième conséquence, un deuxième corollaire. C'est que pour pouvoir faire des calculs statistiques sur une cohorte, il faut avoir des catégories bien définies ou supposées telles. Et c'est là qu'on entre dans les guerres nucléaires sur le monde de l'autisme. Parce que, pardon de le dire comme ça, mais les catégories médicales en général et les catégories psychiatriques en particulier changent très vite.
Voyez, il ne faut pas, pardonnez encore une fois, avoir la candeur de croire que les catégories médicales existent dans le cosmos tout là-haut et que le grand scientifique se contente de les décrire. C'est pas vrai. Voyez, toutes les catégories sont rafistolées, redécoupées, remodifiées. Le mot autisme aujourd'hui ne veut pas dire la même chose qu'il y a ne fût-ce que 5 ans, quoi. Voyez, et alors par rapport à il y a 20 ans, mon Dieu, quoi. Voyez, c'est à peine si on peut encore garder le même mot, quoi. Voyez, donc à tout niveau, les labels, les catégories changent constamment. Alors ce n'est pas un drame parce que le fonctionnement, on va dire, intellectuel ou scientifique a toujours été comme ça. C'est pas, en soi, c'est pas un drame ou une malédiction qui frapperait l'autisme en particulier. Ça a toujours existé. Mais ce qu'il faut avant tout voir, c'est la personne. Parce que ça a des conséquences très concrètes. C'est-à-dire qu'une même personne, au cours de sa vie, en espérant qu'elle vive le plus longtemps possible, elle franchira plusieurs diagnostics au cours de sa vie, quoi. Voyez ? Ben, c'est normal, c'est le cheminement de la vie. Voyez ? Alors, on peut prendre un exemple qui n'est pas si vieux que ça, la question de la schizophrénie. Voyez, il y a 50 ans, la schizophrénie était super sexy, quoi. Vous aviez des intellectuels ou prétendus intellectuels, je ne sais pas si le mot intellectuel est une insulte ou un compliment, bon, parisiens qui se faisaient passer pour schizophrènes alors qu'ils ne l'étaient pas. Vous voyez, pardon d'essayer de faire la rhétorique d'une époque révolue, mais on peut dire que le schizophrène était à l'avant-garde du combat contre l'oppression capitaliste, etc., etc. Vous voyez, donc, bref, donc tout le mouvement antipsychiatrique s'était bâti un peu sur ça, quoi. Aujourd'hui, le mot schizophrène n'est certainement pas sexy. Et il y a beaucoup de médecins qui savent que s'ils mettent le mot schizophrénie sur une feuille, ben, ils plombent l'avenir de la personne. Donc on va mettre plutôt autiste, non? Ou bipolaire. On va l'aider, cette personne, non? Voyez. Donc aujourd'hui, quand on dit schizophrène, c'est vraiment l'homme au couteau dans la ruelle à minuit, quoi. Voyez. Alors, le mot autisme maintenant est populaire. Franchement, il y a 20 ans, je ne m'attendais jamais à ce que ça devienne aussi populaire, quoi. Alors, d'un côté, c'est flatteur, quoi. Mais d'un autre côté, attention, quand on est très populaire, ça veut dire que la chute est proche, quoi. Voyez. Je suis peut-être un oiseau de malheur, et donc désolé pour cela, mais les choses ne sont jamais populaires très longtemps. Vous voyez, les concepts, etc. Et ma terreur personnelle, c'est est-ce que quelqu'un n'aura pas un jour l'idée de faire, par exemple, une émission, les pires tueurs autistes de l'histoire. Alors, le type qui va lancer ça, il va devenir millionnaire rapidement, mais il va totalement détruire la cause de l'autisme, quoi, hein, voyez. Et donc, voyez, toutes les catégories ont leur temps de vie, quoi, hein, mais encore une fois, le plus important, ce sont les gens, quoi, hein, les personnes qui ne correspondent jamais totalement à une catégorie, et c'est heureux, les personnes qui seront là quoi qu'il arrive. Et nous autres, je crois que nous devrions avant tout regarder les gens. Je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, mais des fois quand vous lisez un dossier médical, bon, vous faites une petite idée, puis ensuite vous voyez la personne et là vous vous dites ça ne colle pas. Je me suis peut-être trompé de dossier. Non, c'était pas une erreur de dossier, c'est normal, hein, c'est toujours comme ça, quoi. Hein, et donc, tout, je dirais, le défi, c'est de savourer le fait que la personne humaine ne soit jamais comme ce qui était prévu par les cases. Hein. Et je pense que finalement, c'est un motif d'espoir, c'est un motif de bonheur peut-être pour tout le monde, non? J'essaie de le dire avec quelques mots rapides et sans doute beaucoup de bêtises comprises dans le texte, hein, mais je pense que le plus important, ce n'est pas forcément de ruminer sur la géométrie exacte de telle ou telle case ou de telle ou telle catégorie, mais c'est de s'intéresser au parcours de vie des gens, sachant qu'aucune personne ne correspond parfaitement à certains descriptifs. Et
J'ai l'habitude de terminer par une petite phrase que j'aime bien. Alors, elle est issue de la Constitution suisse, quoi. Hein. Donc, la Constitution suisse, elle a été écrite selon le principe du wiki, c'est-à-dire il n'y a pas un auteur unique. Ce sont les gens qui ont rajouté des phrases ou des bouts de phrases et ça s'est agrégé en texte, quoi. Hein, voilà. Et donc, à la fin du préambule de la Constitution suisse, il y a la phrase suivante. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Voyez, la phrase est très belle. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? À mon avis, elle ne veut pas dire qu'on va jeter une piécette aux mendiants et tout le monde sera content. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que toute société humaine, pour avoir un avenir, pour pouvoir continuer à exister, elle a besoin des profils qu'elle a les plus durement rejetés ou marginalisés. Et je pense que justement, par rapport à l'autisme, par rapport aussi à d'autres, on va dire, facteurs d'exclusion, je crois que cette phrase-là montre que nous avons besoin avant tout des personnes en question pour pouvoir encore imaginer une société à l'avenir. Merci beaucoup de votre attention. Avec Joseph. Qui a envie de poser une question? Christelle, c'est une maman. Bonjour Joseph, je vous ai déjà croisé à plusieurs reprises. Vous aviez été aussi témoin à l'occasion d'une journée extraordinaire au collège Saint-Guibert où mes enfants ont fait leurs études. Donc je voulais vous remercier encore une fois de toutes vos interventions. Voilà, et dire que voilà, vous êtes vraiment inspirant comme personne, vous êtes vraiment inspirant. Et que voilà, je suis maman d'une jeune fille de 14 ans qui, oui, est une jeune femme en devenir. Et voilà, et moi, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de vos consoeurs autistes? Merci beaucoup pour la question. En effet, il y a peut-être un sujet nucléaire, quoi, qui crée beaucoup de disputes, pour ne pas dire pire que disputes. Vous l'avez parfaitement mentionné, la question de l'autisme au féminin. Je me permettrai peut-être de rapporter juste une petite histoire. Je ne le fais d'habitude pas, mais bon, mes parents étaient des réfugiés politiques, des migrants, comme on dirait aujourd'hui. Imaginez la scène suivante. Et vous êtes chez vous, il y a des policiers qui arrivent maintenant et qui vous disent « Madame, vous avez 15 minutes. Vous avez 15 minutes pour remplir un petit sac, vous y mettez ce que vous voulez, mais vous allez ensuite partir. Vous ne retrouverez plus jamais ni votre ville, ni votre pays, ni votre famille, ni vos amis. Vous avez 15 minutes. » Voilà. Question à vous. Qu'est-ce que vous mettriez dans votre sac, quoi? Voyez? Alors, c'est arrivé à ma mère, quoi. Ma mère, vous savez ce qu'elle a mis dans son petit sac? Elle y a mis un bouquin de formules de maths et des règles à calculer. À l'époque, il n'y avait pas de calculette, donc rien. Et c'est quand même assez original, quoi, mine de rien, quoi, voyez. Alors, il se trouve qu'à une époque, on ne faisait pas de diagnostic, évidemment, mais je me dis que, quand même, voilà, c'est assez savoureux, mine de rien, quoi. Donc, d'une certaine façon, je dirais, les compétences, les qualités, les appétences pour telle ou telle activité sont assez, je dirais, également répartis dans la population, dans toute population, quoi. Voyez. Après, toute la question, c'est est-ce qu'on mettra en valeur telle ou telle compétence ou pas. Et ma mère est devenue ingénieure dans le bâtiment, elle a fait ses études dans les années 60. Vous en connaissez beaucoup encore aujourd'hui de femmes ingénieures dans le bâtiment, quoi. Voyez. D'une certaine façon, mettre en valeur les compétences de chaque personne, et notamment dans l'univers du handicap
hein, les personnes les plus exclues. Ça, je crois que c'est un vrai défi pour nous. Vous voyez, pour moi, le mot évaluation, ça veut dire mettre en valeur. Hein, plutôt que d'être obsédé par tout ce que telle ou telle personne ne sait pas faire. Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord regarder ce que telle ou telle personne sait faire? Et j'ai la joie de passer chaque semaine 1-2 jours dans des lieux où vivent des personnes handicapées, parfois des lieux extrêmement mauvais, quoi. Hein. Mais je crois que je n'ai encore jamais rencontré de personnes handicapées dépourvues de capacité, de qualité. Il y a beaucoup, par contre, de personnes qui ont été négligés sur le plan de leur capacité. Ça, oui, ça c'est très courant. Mais mettre davantage en valeur les compétences des uns et des autres, je crois que ça, c'est un sacré défi pour nous, nous en tant que société, bien sûr. Bonjour, juste aussi un commentaire. Je suis autiste moi-même. J'ai une maladie génétique, donc c'est assez complexe. Dans ma chance, on sait où se trouve l'anomalie génétique, donc ça a été identifié, avec évidemment majoration de chances d'avoir des troubles de neurodéveloppement. Dans mon contexte, enfin, on m'a poussé à faire des études, mais malheureusement, c'est la société qui ne m'a pas laissé travailler. À cause des situations, travailler dans un Open Office au ministère des Finances, en étant TSA et TDH, je vous mets au défi. Donc, je voulais juste mettre en valeur que c'est la société aussi qui doit changer, et pas que les personnes en difficulté. On a tous nos forces. Merci beaucoup pour votre témoignage. Quand vous avez dit le mot finance, j'avais presque eu envie de crier, mais fuyez, quoi. Non, c'était une blague, non, c'était une blague. Mais je veux dire, quand on pense au travail, au devenir personnel, très bien, mais il y a quantité de façons, quoi, d'être utile à la société. Le travail, ce n'est pas uniquement nécessairement d'être dans un bureau de telle heure à telle heure. Il y a quantité de choses magiques qu'on peut faire dans la vie. On n'y pense peut-être pas, mais il y a quantité de belles choses en lien avec la nature, en lien avec les animaux, en lien avec, je veux dire, par exemple, la vie dans tel ou tel village en Afrique ou en Asie ou que sais-je. Il y a plein de très belles choses qu'on peut faire, quoi. Et je pense que d'une certaine façon, les personnes autistes ou les personnes exclues au sens large sont incitées par la vie en général à aller peut-être faire leur vie, leur aventure à travers le vaste monde, quoi. Vous voyez, ça c'est un peu le redoutable avantage des exclus, c'est qu'on est beaucoup moins attaché à un endroit donné, quoi. Et vous trouverez peut-être, je l'espère en tout cas très fermement, votre bonheur ici ou là. Vous voyez, il y a des coins du monde, lorsque vous marchez, je ne sais où, et lorsque vous voyez un blanc, vous êtes sûr qu'il est autiste, quoi. Il y a des coins dans le monde comme ça, parce que le type, il y est arrivé peut-être pour les mêmes raisons que vous, le voyageur ou la voyageuse, quoi. C'est assez étonnant, quoi. Mais peut-être, si je peux me permettre, juste une petite anecdote sur ça, sur la société malade. Et j'espère qu'on ne m'en voudra pas, je ne veux pas accabler telle ou telle personne en particulier, mais c'est une histoire qui m'est arrivée. L'autre jour, j'étais à Nouakchott, donc en Mauritanie, et j'ai eu le plaisir de visiter l'hôpital psychiatrique de Nouakchott. Il n'y en a qu'un seul dans tout le pays. Voilà. Donc, vous connaissez Lucky Luke, les types avec une chaîne et un boulet au pied. C'est très exactement ce que j'ai pu voir. Il y a des gens, littéralement, avec une chaîne et un boulet, quoi. Donc, l'hôpital est assez récent. Il a une vingtaine de chambres, j'allais dire cellules, mais bon, bref. Et donc, les gens sont là. J'ai passé un bon moment à discuter avec le directeur, un adorable monsieur, médecin sénégalais, je crois, d'origine, et très gentil. Et donc, on a papoté autour d'un thé. Alors, je lui ai demandé d'où venait
les gens? Il m'a répondu, ils viennent de différents villages, de je ne sais où dans le pays. Et donc ensuite, je lui ai demandé, est-ce qu'à votre avis, ces gens-là sont heureux dans l'hôpital? Et il m'a répondu non. Et il m'a lui-même dit qu'il serait meilleur, enfin mieux chez eux, enfin dans leur village d'origine. Donc moi, pardon, je pose la fameuse question, mais à quoi sert l'hôpital, quoi, hein? Et le monsieur, là, il m'a totalement laissé bouche bée. Il m'a dit, mais c'est très simple. À l'OMS, hein, il y a des statistiques sur le nombre de lits par habitant, pays par pays. Et nous, en Mauritanie, on était à 0, quoi. Donc, pour ne pas trop se faire taper sur les doigts, on a ouvert l'hôpital, quoi. Alors là, je dis malheur, quoi. Voilà, malheur, quoi. Vous voyez, parfois, on a d'excellents projets sur le papier, mais est-ce que la société en tant que telle fait du projet quelque chose de constructif, d'inclusif? Voyez, ça, c'est un vrai défi. Hein. Comment, je dirais, toujours raisonner et avoir pour seul critère de jugement l'influence sur le parcours de vie de telle ou telle personne. Et tout le reste doit s'adapter. Tout le reste est finalement secondaire. Hein. La paperasse administrative, les cases qu'on coche ou pas, et tout le reste c'est secondaire. Est-ce qu'on a pu avoir un impact positif sur la vie de la personne à moyen ou long terme? Le reste, ça n'a aucune importance finalement, je crois. Bon, une fois du moins, c'est ma petite vision des choses. Encore une question? Oui. On va pas lancer le micro. Je voulais juste savoir, quand vous parlez un peu justement des cases dans lesquelles la société nous met, je crois que c'est un âge nous, et je voulais savoir un peu comment vous sentez encore mis dans une case actuellement par la société, et savoir un peu comment, voilà, le cheminement que vous avez parcouru pour en arriver là. Parce que moi, j'ai un enfant qui est TDAH, et au-delà de la société, même au sein de la famille, c'est un enfant qui est souvent catalogué comme un enfant difficile. On me dit souvent, il a le diable dans le corps, ou qu'est-ce qu'il va faire plus tard, ou quoi que ce soit. Même au sein de la famille, c'est souvent compliqué à gérer, et c'est de savoir un peu... Moi, je suis un peu curieux de savoir comment est-ce que vous en êtes arrivé là pour sortir justement peut-être des carcans de la société. Merci beaucoup. Question difficile. Je pense qu'on ne sort jamais des carcans de la société, mais on peut tricher un petit peu. Alors, il y a un texte qui m'avait bouleversé quand j'étais ado. C'est un texte de Kafka, l'écrivain. En français, le titre, je ne le sais pas, mais c'est quelque chose de discours pour une académie ou quelque chose comme ça. C'est facile à trouver. C'est donc l'histoire d'un singe qui s'est retrouvé devant l'Académie des sciences, et qui commence son discours en disant « Ô messieurs », donc O-H-A-U-T-S, ô messieurs de l'Académie. Enfin, c'est extraordinaire. Et donc, les académiciens demandent au singe comment est-ce que... Bon, il s'est fait accepter, Et donc, le singe explique qu'à un moment donné de sa vie, il avait eu au choix entre aller dans la cage d'un zoo ou alors d'aller dans les cabarets, pour faire de l'animation. Et donc, il a choisi les cabarets, Donc déjà là, je me retrouve tout à fait dans ce cas de figure. Et donc pour aller dans les cabarets, il fallait apprendre première compétence à cracher, comme les marins, Donc, une fois, le sage explique, une fois que vous savez cracher, tous les marins vous acceptent dans leur clique, Ensuite, il faut apprendre à fumer la pipe, etc. Vous voyez, quand vous arrivez à pasticher les humains sur un petit nombre, on va dire, de choses, on va vous accepter, peut-être pas excellemment, mais vous serez accepté. Il y a quelques petites combines pour, jouer une sorte de jeu, Alors, après, il y a un autre truc que le sage n'a pas cité, mais ce sont les diplômes. Pardonnez de le dire comme ça, mais l'essentiel, l'utilité principale d'un diplôme, c'est de passer pour respectable, On peut, à l'université, tout ce qu'on apprend, vous pouvez l'apprendre par vous-même, Il y a des bouquins, vous allez en bibliothèque, vous bouquinez, vous n'avez pas besoin de diplôme pour apprendre quelque chose, Mais le diplôme, ça vous donne un air respectable. Et donc, par contre, si vous ne l'avez pas, les gens vont vous mépriser,
Ah, oui. J'avais rencontré un bonhomme, je ne citerai pas son nom, peu importe, que si vous ne le connaissez pas, vous jureriez qu'il est déficient intellectuel. Mais en fait, le type est prix Nobel, quoi. Alors, les gens le méprisent quand ils ne le connaissent pas. Par contre, dès qu'ils apprennent qu'il est prix Nobel, oh, monsieur le professeur, veuillez vous donner la peine d'entrer, enfin, etc. Donc, bref, vous voyez toute l'hypocrisie du monde, quoi. Donc, j'allais dire, on ne sera jamais totalement accepté, mais il y a un petit code, une série de petits codes à connaître pour plus ou moins avoir une place plus ou moins acceptable. Voyez? Et si ça ne marche vraiment pas, tentez l'interculturalité. Vous avez l'air bizarre dans votre pays d'origine, partez vivre à Taïwan ou en Iran. Personne ne vous trouvera bizarre là-bas. Les gens diront, ah, mais c'est normal, il vient de très loin. Il est bizarre, mais bon, les étrangers sont bizarres, chacun le sait, quoi. Hein, donc, on peut toujours trouver une petite combine. Hein, et il ne faut en tout cas jamais rester seul. Il y a d'excellentes ASBL, des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner. On peut partager les ressources, les outils. Voyez, donc, à plusieurs, on est toujours plus fort. Et en tout cas, j'espère très fort que ça se passera au mieux dans la suite de sa vie. Il y a encore une question? Moi, je ne vois plus de doigts ou de bras levés. Non. Alors, il nous reste à remercier Joseph Chauvanec pour cette très belle présentation et le partage d'un vécu et de conseils. Quand vous étiez venu chez nous à Malone il y a 5 ans ou 6 ans, vous étiez embêté par une lampe. Vous n'avez pas eu le cas ici? Elle clignote aussi. Le président était même monté sur la table pour la glisser. Merci. Je suis très touché de revoir des amis après un certain nombre d'années, mais je crois que c'était il y a plus que ça, que 6 ans. C'était avant Covid, en tout cas. Il me regarde en disant... Voilà. Mille merci. Voilà. On arrive tout doucement à la fin de cette belle journée. J'ose dire belle journée d'anniversaire, 50 ans. Et j'ai quand même pris des nouvelles de M. Mouns. Il a fait un petit message en disant « Il me revient l'honneur de démarrer cette journée ». C'était plutôt fermé, clôturé la journée, mais il présente ses excuses. Il m'écrit « Désolé, mais je me suis réveillé incapable de venir jusqu'à vous ». Donc là encore, comme pour Madame Ray, c'est la grippe ou le rhume, ou peut-être le Covid qui touche. Il rappelle qu'il a été le premier président de l'APEPA aux alentours des années 90, donc lors de la gestation et d'ailleurs aussi celle du SUSA. Gestation, car avant existait l'APEP, Association de parents d'enfants psychotiques. On ne parlait pas d'autisme. C'est le film Rain Man, d'après lui, qui a certainement contribué à la mise en lumière de ce changement de perspective. Voilà pour l'essentiel de ce qu'il nous a communiqué. Il regrette de ne pas avoir été avec nous. Et vraiment, je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est merci pour ce magnifique cadeau d'anniversaire, d'être tous venus écouter, et la PEPA, mais surtout les experts, et d'abord, avant tout, le panel des anciens, je vais dire des pionniers, hein, pour vous citer. C'est vraiment un magnifique cadeau d'anniversaire, votre présence, et en plus dans ce beau lieu, haut lieu symbolique pour la démocratie. Donc, on a eu quelques politiques, on a pu aborder les politiques, donc j'espère qu'on nous a entendus, parce que on avance, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, merci beaucoup à vous tous, et surtout, j'oublie le principal, c'est Éric Huillet qui a co-organisé et invité plusieurs orateurs pour faire de cette journée une belle journée. Voilà. Merci à vous tous. Bon retour. À la prochaine.